Le 27e sommet Afrique-France a pris fin hier samedi à Bamako. 35 chefs d'État et de gouvernement étaient présents. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui représentait le chef de l'État à ce sommet, est rentré hier de Bamako. Nous en parlerons. Faux pas pour l'équipe nationale du Gabon. Elle a été tenue en échec hier par la Guinée-Bissau. En match d'ouverture de la CAN 2017, le petit pousset du groupe A a fait un match nul mérité contre le pays organisateur. L'artiste comédienne Marie-Louise Asseux, décédée le 7 décembre dernier, a été conduite à sa dernière demeure à Ferry, son village natal. L'inhumation a eu lieu hier samedi en présence de plusieurs artistes et des autorités locales. Voilà pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Nous sommes dimanche 15 janvier à 24 heures du premier match des éléphants dans cette Coupe d'Afrique des Nations édition 2017 qui se tient depuis hier au Gabon. Pour parler des chances réelles de nos pachydermes, nous recevons sur notre plateau monsieur Martial Yeo, monsieur l'entraîneur, celui avec qui les Ivoiriens remportent pour la première fois un titre d'importance en 1992 avec la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Sénégal. Bonjour, monsieur Yeo. Bonjour, monsieur Hamza. Je vous retrouve dans une demi-heure. Le 27e sommet Afrique-France a pris fin hier samedi 14 janvier à Bamako. 35 chefs d'État et de gouvernement étaient présents vendredi 13 janvier au soir pour le dîner officiel offert par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta lors de ce sommet de Bamako. Daniel Kablan-Duncan, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a pris part à ce sommet Afrique-France. Il représentait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Daniel Kablan-Duncan est rentré hier de Bamako. Au moment où des autorités, notamment des membres du gouvernement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ce samedi, l'accueillent à sa descente de l'avion le conduisant de Bamako à Abidjan, il est 22 heures passées de 10 minutes. Avec une courte pause au salon du pavillon présidentiel, le vice-président Daniel Kablan-Duncan fait le point de sa participation au nom du président de la République Alassane Ouattara au 27e sommet Afrique-France tenu dans la capitale malienne. J'ai eu effectivement l'insigne honneur de représenter le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au 27e sommet Afrique-France. Ce sommet avec pour thème partenariat, paix et émergence. Il a donc été convenu qu'il y a d'abord des efforts endogènes propres aux États, notamment avec la bonne gouvernance, les problèmes donc de réforme économique et structurelle et sectorielle. Disons que l'augmentation des ressources internes, malgré la situation qu'on connaît au niveau du Mali, ils ont fait des efforts extraordinaires et c'était un excellent sommet. Ce 27e sommet Afrique-France, le dernier du président François Hollande, a été l'occasion pour les dirigeants africains de rendre un hommage appuyé au chef de l'État français dans le cadre de ses actions contre le terrorisme. S'agissant de Daniel Kablan-Duncan, le rendez-vous de Bamako lui a permis d'effectuer son premier déplacement à l'étranger en sa qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Ce sommet Afrique-France est un succès de fréquentation pour le dernier rendez-vous du président français en terre africaine, un continent où François Hollande a engagé 2 importantes opérations en 2013 au Mali et en République centrafricaine. Awa Touré. Plus de 30 chefs d'État et de gouvernement d'Afrique francophone, anglophone et lusophone ont pris part aux travaux du 27e sommet Afrique-France. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan représentait le président de la République Alassane Ouattara à ce sommet de Bamako pour le partenariat, la paix et l'émergence. Un thème qui, avec la sécurité, constitue les principaux enjeux de ce sommet. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a salué la grande mobilisation des chefs d'État africains, signe de leur foi en un avenir meilleur pour le continent, avant de rendre un hommage appuyé au président français François Hollande. C'est ici le temps, chers amis, d'un agréable devoir dont je voudrais m'acquitter avec d'autant plus de fierté qu'il revient à rendre hommage à un homme dont nous sommes quelques-uns dans cette salle à oser pouvoir dire que de tous les chefs d'État français,
il aura été celui dont le rapport à l'Afrique aura été le plus sincère, le plus loyal. Un autre hommage au président français, celui de l'Union africaine, par la voix de son président en exercice, Idriss Déby Itno, pour son engagement aux côtés de l'Afrique. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé au président Hollande, cet ami d'Afrique, à la mesure de son amitié pour l'Afrique et à son engagement sans faille à nos côtés dans les moments sombres que certains de nos pays ont récemment traversés. La pertinence de la thématique de nos assises, partenariat, paix, émergence, qui résume nos attentes. Très touché par ces marques de reconnaissance, le président français, qui préside son dernier sommet, a pour sa part salué la capacité de résilience de l'Afrique et plus particulièrement du Mali. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de processus qui serait irréversible. Dès lors que nous sommes unis, dès lors que nous sommes solidaires, dès lors que nous sommes ensemble pour relever le défi majeur de la paix, il est possible de réussir. Il est possible de réussir là où l'on pense que l'horreur s'est installée. Elle était présente au Mali, mais elle est en Syrie, elle est en Irak, elle est en Libye. Et donc nous devons dire, là encore, à ces peuples martyrs, à ces pays qui affrontent des difficultés sans nom, nous devons dire à ces réfugiés, à ces déplacés, à ces hommes et à ces femmes qui ont souffert et qui souffrent encore, il y a de l'espoir. Regardez vers le Mali. Ensemble, nous avons affronté des périls, des épreuves, repoussé des menaces. Mais ensemble, la France, l'Afrique, nous avons été capables de relever des défis et de faire avancer le monde. Ensemble, l'Afrique, la France, nous avons été capables aux Nations Unies de porter les objectifs de développement durable. L'Afrique, la France, ensemble, nous portons le message d'une réduction des inégalités à l'échelle planétaire. L'Afrique, la France, ensemble, nous voulons marquer notre indépendance. Nous ne relevons pas d'une logique de puissance. Nous voulons servir la cause de l'humanité. L'Afrique, la France, nous sommes conscients que la jeunesse est une chance, mais nous devons répondre à ses aspirations et à ses exigences. Autre articulation de cette cérémonie, la remise des prix Digital Africa, Innovation Afrique et Innovaton aux jeunes entrepreneurs africains et français. Depuis le 11 janvier dernier, la Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement, un gouvernement de 28 membres avec pour Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les passations de charges sont en cours entre les anciens et les nouveaux ministres. Au ministère des Droits de l'Homme, Paulette Badjo-Ezoeu a cédé son fauteuil à Sanson Kambile, qui est désormais garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Malika Coulibaly. Paulette Badjo s'en va. Après avoir passé 1 an à la tête du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, elle cède son fauteuil à Sanson Kambile. Un remerciement à Madame la ministre des Droits de l'Homme pour toute l'œuvre qu'elle a accomplie à la tête de ce département en si peu de temps. Elle a rassuré sur le fait que nous ferons en sorte que l'œuvre qu'elle a entamée soit poursuivie et réussie. Déjà garde des Sceaux, ministre de la Justice dans le gouvernement précédent, Sanson Kambile se voit octroyer en plus le portefeuille des droits de l'homme et des libertés publiques. Un département au cœur de la politique du président Alassane Ouattara. Issu des rangs de la promotion 92-93 de l'ENA, l'École nationale d'administration, ce magistrat sorti 2e de sa promotion est marié et père de 5 enfants.
Kandia Camara, elle, en plus de l'éducation nationale, va s'occuper de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un portefeuille occupé jusque-là par Kofi Paul. La passation des charges a eu lieu vendredi au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ici même à Cocody. Des dossiers remis à Kandia Camara par le ministre Paul Kofi. À travers ce geste, Kandia Camara voit son rôle de premier responsable de l'école ivoirienne se renforcer. À sa fonction de ministre de l'Éducation nationale s'ajoute le portefeuille de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La ministre salue le travail abattu par son prédécesseur à ce poste. J'ai personnellement suivi de très près l'immense travail qu'il a abattu, surtout dans la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, une réforme qui était attendue par le gouvernement et par la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier encore une fois Monsieur le ministre qui a permis de donner un espoir aux jeunes qui, à partir de la classe de CM2, devaient normalement se retrouver peut-être à la rue. Et donc, il a prévu plusieurs passerelles entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Je dirais même qu'il est un visionnaire, puisque aujourd'hui, ce grand secteur se retrouve. Renforcement du plateau technique des 62 établissements publics d'enseignement technique et professionnel. Adéquation, formation, emploi. Entre autres des chantiers qui attendent Kandia Camara. Mission qu'elle accomplira avec l'appui du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, occupé par Mamadou Touré. Reportage signé Mahama Traoré et Konaté Moussa. Mamadou Touré lui est nommé secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nouvellement élu député de la circonscription de Daloa, il était conseiller à la présidence de la République, chargé de la jeunesse de 2011 à 2016. Son portrait. Il est titulaire d'un master en affaires internationales de l'École des hautes études internationales de Paris. Également diplômé en diplomatie du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. Mamadou Touré est le tout nouveau secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Conseiller à la présidente de la République de 2011 à 2016, Mamadou Touré était chargé du suivi de l'action gouvernementale dans le secteur de la jeunesse et des sports au sein du secrétariat général de la présidence. Une riche expérience que le nouveau député de Daloa commune et sous-préfecture devra mettre au service de l'enseignement technique et de la formation professionnelle aux côtés de Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Passation de charge également au ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. Moussa Dosso cède officiellement sa place à Jean-Claude Kouassi. Éric Goré, témoignage. Vendredi 13 janvier 2017, Dosso Moussa cède son fauteuil à Jean-Claude Kouassi, qui prend désormais les rênes de ce ministère. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir déjà travaillé ensemble. La passation de charge s'est faite en présence de Mme Bimanagbo Ateliane, membre du secrétariat général du gouvernement. Le nouveau ministre de l'Emploi et de la Protection sociale entend accomplir sa mission avec dévouement, conviction et abnégation. Ma mission ici, avec vous, je veux l'accomplir avec conviction, avec détermination, avec abnégation. Mais les défis auxquels nous sommes confrontés en matière de protection sociale et d'emploi sont tels qu'ils ne peuvent être relevés que collectivement et solidairement. Après avoir passé un bon moment à la tête de ce ministère, Dosso Moussa quitte ainsi ses collaborateurs. Il les a confiés à son successeur pour continuer le travail. Tous les employés ici m'ont promis qu'ils se mettraient aussitôt à votre disposition pour les chantiers, les grands chantiers, dont quelques-uns viennent d'être énumérés par moi-même. Je vous remercie de votre première attention. L'assurance maladie universelle, le projet filets sociaux et l'insertion de plusieurs personnes handicapées dans la fonction publique sont entre autres les grandes actions posées par l'équipe sortante. Découvrons maintenant ensemble le tout nouveau ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, qui est Jean-Claude Kouassi. Son portrait est signé Éric Goré. Économiste
spécialiste en commerce national et en transport maritime, Jean-Claude Kouassi, est le nouveau ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il fut directeur général du Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, CPC. Avec 35 années d'expérience professionnelle, Jean-Claude Kouassi est diplômé d'études approfondies d'EA de sciences économiques obtenues à l'Université d'Abidjan. Il est aussi titulaire d'un diplôme de la marine de l'école du commissariat de la marine à Toulon, en France. Titulaire également d'une maîtrise en sciences économiques à l'Université d'Abidjan. Homme réputé travailleur discret et loyal, il a d'abord fait ses preuves en tant que ministre de l'Environnement sous le président Henri Konan Bédié, avant cette nouvelle nomination. Il est bon d'ajouter que Jean-Claude Kouassi a été aussi directeur de cabinet à la primature, puis président du conseil d'administration du Fonds d'entretien routier, FER, et du Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Il a par ailleurs dirigé le conseil général de Bouaké. Voilà pour le chapitre passation de charge dans le gouvernement Gon Coulibaly. Elle a illuminé l'écran à travers plusieurs séries et spectacles par son éternel sourire et son jeu naturel. Hélas, le 7 décembre 2016, la mort a eu raison de la comédienne Marie-Louise Asseux. C'est à Aféry, dans sa région d'origine, que l'ex-comédienne, animatrice et promotrice culturelle a été inhumée hier, samedi 14 janvier. Franck Quadio. Après la veillée artistique à Cocody, la levée du corps à Trècheville et la dernière veillée à Aféry, son village, l'heure des adieux à Marie-Louise Asseux. Sur cette place, son village lui rend hommage. En renfort, le collectif des artistes compagnons de scène de Marie-Louise, chanteurs et comédiens. Le temps des adieux. La radio-télévision ivoirienne RTI et l'État représenté par le ministre de la Culture, Maurice Mbadaman, soutenu par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, fils de la région, apportent leur soutien. C'est que Marie-Louise Asseux, comédienne, réalisatrice, animatrice et promotrice culturelle, aura marqué son temps. Le temps des adieux, que de regrets, que de témoignages. J'ai été chercher Marie-Louise dans les bras de sa grand-mère, qui nous a fait toutes les palabres du monde. Et Marie-Louise m'a attrapé mon genou et pleurait. Tonton, je vais faire. Tu veux faire, mais ta grand-mère? Non, tonton, je vais faire. Et j'ai pris Marie-Louise pour l'envoyer à Tikoyi Vincent. Avec le départ de Marie-Louise, je viens de perdre une actrice. Pas seulement une actrice, mais une assistante de réalisation. Parce qu'elle me soutenait dans la réalisation. Et aujourd'hui, le live qu'elle a laissé, par exemple, où il y a un petit comité, je pense qu'ils vont nous approcher pour que nous puissions pérenniser ce live festival et qu'on ne laisse pas mourir ce festival. Sinon, on aura tué peut-être Marie-Louise 17 fois. Témoignage des valeurs prônées par l'artiste, mais aussi témoignage de reconnaissance de la famille quelques heures plus tard à la messe de Requiem à l'église méthodiste Unibetel d'Aféry. La famille biologique te pleure, mais une famille va au-delà des biens de sang. Tu nous l'as si bien démontré. Marie-Louise Asseux, Malou, s'en est allée le 7 décembre dernier. Partie à 50 ans. Elle laisse derrière elle des projets et un monde des arts de la scène inconsolable. Le clap de fin aura eu raison d'elle sur ce plateau à Aféry. Adieu l'artiste. Parlons cinéma à présent. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur au 25e FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La Côte d'Ivoire y présentera également 2 longs métrages sélectionnés pour les Talons d'Or du Yenenga. Ce sont L'interprète de Olivier Conan et Kadi Touré et Innocent malgré tout de Samuel Mathurin et Jean de Dieu Conan. 2 films qui permettront peut-être au pays de décrocher son 3e étalon d'or après ceux de Lanciné Cramo et de Roger Nwambala. Issaïo. Invité d'honneur au 25e FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, la Côte d'Ivoire sera présente au plus grand festival du 7e art africain avec 2 films. L'interprète du réalisateur Olivier Koné et Innocent malgré tout
de Samuel Mathurin Kojovi et de Jean de Dieu. Sorti en salle au mois d'août, le film L'interprète met en scène une jeune mère, épouse et travailleuse acharnée, une des meilleures interprètes du pays. Si dans son travail, elle excelle au point de glaner des lauriers, sa vie de couple frise la catastrophe tant la monotonie et la maladresse de son époux David l'affectent. La nomination de ce film au FESPACO est une satisfaction pour la productrice et le réalisateur. C'est une grosse joie, surtout que nous l'avons fait vraiment de nos propres moyens, on s'est vraiment débrouillé, c'était une expérience spéciale. Donc le fait qu'il soit retenu, c'est déjà une très grosse victoire pour nous, franchement, et c'est un honneur. Une joie qui ne fait pas perdre tout de même de vue des appréhensions. On compétit avec des films qui avaient d'énormes budgets. C'est des films à 100 millions de dollars, enfin à 100 millions de francs CFA et tout. Donc c'est ça un peu, on se dit que ouais, peut-être il faut vraiment qu'on soit à la hauteur. Donc là par exemple, je suis en train de refaire encore, améliorer le film, améliorer le son, améliorer beaucoup de choses, tu vois, pour nous donner le maximum de chance. L'interprète est le film qui a enregistré le plus d'entrées jusqu'à ce jour dans les salles de cinéma à Abidjan. Toute chose qui donne de l'espoir de monter sur la plus haute marche. On n'ira pas faire de la figuration, malgré tout. Le second film ivoirien à défendre les couleurs nationales à ce 25e FESPACO est innocent malgré tout. Torture, injustice et tragédie sont autant de thèmes abordés dans ce long métrage qui n'est pas encore officiellement sorti en salle en Côte d'Ivoire. Mais il a été déjà nominé au festival Écran Noir au Cameroun. De quoi nourrir l'espoir pour le prochain FESPACO. Ce film, on ne l'a pas vraiment tourné dans des conditions très souples. Ça, il faut qu'on le dise, parce que les conditions étaient très difficiles. Mais puisqu'on était guidé par la passion, je pense qu'on a su mettre notre passion en avant. On promet de revenir au pays avec au moins un prix. Le producteur scénariste Kojovi profite de cette nomination pour lancer un appel. Nous lançons un appel à notre gouvernement pour le dire maintenant là. La jeunesse veut travailler. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire parvient à placer 2 films à ce stade de la compétition au FESPACO. Tous espèrent qu'avec le renouveau du cinéma en Côte d'Ivoire, l'un des 2 films permettra au pays de décrocher son 3e étalon d'or du Yenenga. Après ceux de Lansine Kramo Fatika avec Djeli en 1981 et Roger Nyuambala avec Au nom du Christ en 1993. À Gabiadji, le collège moderne vient de bénéficier d'un nouveau bâtiment. C'est un don des producteurs de café cacao de la localité, membres de la société coopérative. Ils disent soutenir ainsi l'engagement de l'État d'offrir à tous les enfants une scolarisation réussie. Sam Conan, Mamadou Kwasi. C'est un pas important dans la résorption du déficit de salle de classe qui est franchi au collège moderne de Gabiadji. L'établissement dispose depuis quelques jours d'un bâtiment flambant neuf de 5 salles de classe, tout équipées de tables-bancs. C'est l'œuvre des producteurs de café et de cacao de Gabiadji, réunis au sein de la société coopérative agricole Scopaga. Les clés ont été réceptionnées par le directeur régional de l'éducation nationale. Merci à tous les coopérateurs qui viennent de faire don de ce bâtiment à l'État de Côte d'Ivoire. Les 755 élèves peuvent maintenant rentrer ici en double vacation. Et je pense que nous n'aurons plus de problème. Le collège moderne de Gabiadji qu'ils ont entièrement bâti, les producteurs l'ont mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire, ce qui n'empêche pas qu'il y poursuive les investissements. Et les derniers s'élèvent à plus de 110 millions de francs CFA. Notre devoir, c'est de faire en sorte que là où l'État n'a pas pu réagir encore, on puisse apporter notre appui, notre contribution pour le développement de notre pays. Dès la reprise des classes, les élèves des classes de 6e obligés jusque-là d'attendre à la maison pourront, comme leurs camarades, suivre les cours et dans des conditions meilleures. Le parc national de Taï se porte bien. D'importantes mesures ont été prises pour mieux le protéger en 2017. Réuni à San Pedro pour sa 4e et dernière session, le comité de gestion locale du parc d'environ 5360 km² a conclu que les organes de gestion du parc ont bien fonctionné durant toute l'année 2016. Des recommandations ont été faites pour 2017, entre autres le renforcement de la surveillance, l'acquisition de matériel, l'implication de plus en plus des populations riveraines avec des actions sociales afin que le parc, qui est la plus importante forêt tropicale primaire sous protection de toute la zone ouest africaine, le reste.
L'ONG Le Réservoir de Siloé, organisation caritative de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, a fait des dons en non-vivres aux populations de l'ouest du pays. Ces dons d'une valeur de 20 millions de francs CFA permettront d'assainir le cadre de vie et soulager surtout les familles déguerpies de la forêt du Mont Péco. La remise symbolique a eu lieu à Abidjan en présence des guides de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Ces non-vivres que voici ont une valeur de 20 millions de francs CFA. Leur destination, l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Douékoué. Là-bas, ils seront distribués à 4000 personnes qui vivent dans la précarité depuis leur déguerpissement de la forêt du Mont Péco. Ces dons seront distribués à 800 familles. Et chaque famille, il y a 5 personnes en moyenne par famille. Donc, on a 800 fois 5, ça fait 4000 personnes impactées. Dont de l'ONG Le Réservoir de Siloé, cette organisation de l'Église méthodiste unie engagée dans l'élévation spirituelle, mais aussi dans l'action sociale. Jésus-Christ a fortement interpellé les disciples, donc l'Église de génération en génération. Il nous a donc demandé de nous souvenir de manière concrète des prisonniers, des personnes non vêtues, des personnes qui ont faim, et tous ceux et toutes celles qui sur la terre constituent des cas sociaux. Cette action qui vient soulager 4 villages meurtris de l'ouest de la Côte d'Ivoire est menée par l'OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Les 4 villages qui vont en bénéficier connaissent de réelles difficultés dans les domaines de l'eau, de l'éducation, de l'abri et de la santé. Un mot de football. À présent, la Guinée-Bissau a bien démarré sa compétition. En match d'ouverture de la CAN 2017, le petit pousset du groupe A a fait un match nul mérité contre le pays organisateur, le Gabon. Le deuxième match s'est également achevé sur un nul, un but partout, hier samedi à Libreville. Burkinabés et Camerounais qui ne se sont pas départagés se retrouvent donc à égalité parfaite avec les Gabonais et les Bissau-Guinéens au classement du groupe A. Le Gabon commence difficilement sa Coupe d'Afrique des Nations de football. Malgré quelques actions infructueuses en première mi-temps, il a fallu attendre la deuxième période pour voir le Gabon réagir positivement. Pierre Aubameyang en est l'auteur. Il vient de marquer le premier but de la CAN 2017. Mais les choses se compliquent à la 90e minute. Sur ce centre bien travaillé de la Guinée-Bissau, Nani, de la tête, se joue du portier gabonais Ovono. Gabon 1, Guinée-Bissau 1. La Guinée-Bissau obtient ainsi son premier point dans l'histoire d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Cameroun s'est montré très offensif face au Burkina Faso. 35e minute, sur un coup franc intelligemment travaillé, Benjamin Moukandje ne laisse aucune chance à Kwaku Hervé. Le Cameroun mène 1-0. En deuxième mi-temps, le Burkina Faso, bien que dominé, a eu des arguments pour obtenir l'égalisation. Œuvre de Issoufou Dayo à la 76e minute. Un match intéressant, riche en actions offensives, avec au bout 2 buts, celui du Cameroun avec Benjamin Moukandje et le but du Burkina Faso avec Issoufou Dayo. En 1992, les éléphants remportent pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Sénégal. En finale, ils sont passés par les tirs au but pour battre le Ghana d'Abedi Pelé à l'issue d'une séance de tirs au but restée dans la légende, 11 tirs au but à 10. Je suis avec M. Yeo Martial, coach des éléphants à cette époque-là. M. Yeo, vos souvenirs? Mais les souvenirs, ils sont nombreux et pathétiques. Disons des souvenirs sur le terrain. D'abord, notre premier objectif, nous l'avions dit au départ, c'était de tout faire pour ne pas encaisser de but, en se disant que si nous n'encaissons pas de but, il y a quand même beaucoup plus de chances de pouvoir réussir.
Et le premier objectif, d'ailleurs, c'était le premier match contre l'Algérie. Il fallait absolument le gagner et puis faire des calculs pour le reste. Parce que pour la première fois, la CAN était organisée avec 12 équipes. Ça a été la première et la dernière fois d'ailleurs. Et donc nous avons pu battre l'Algérie 3-0. Nous pouvons voir ça en images, la réalisation. Nous allons vous demander les images de l'édition 92 de la Coupe d'Afrique des Nations. Allez-y, M. Yeo. Donc nous avons pu battre l'Algérie 3-0. Algérie qui était tenante du titre et qui d'ailleurs 2 ans avant avait battu la Côte d'Ivoire 3-0 en Algérie. Et donc c'était une revanche parfaite. Et ensuite les calculs, fallait faire en sorte de ne pas avoir de défaite face à l'équipe du Congo. Nous n'avons pas attaqué. Ils n'ont pas attaqué non plus parce que eux, un match nul les arrangeait. Parce qu'en faisant nul contre l'Algérie, ils avaient la possibilité de passer au deuxième tour. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé. Et puis, Hervé Renard, l'ancien sélectionneur de la Zambie et champion d'Afrique en 2012, permet à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour la 30e édition de la CAN en Guinée équatoriale. Une 30e édition qu'elle remporte en finale contre le Ghana, cette fois sans Abedi Pelé, mais contre ses fils. La victoire est obtenue également après les tirs au but. La victoire, donc, c'est une autre coïncidence. Comme en 92, le gardien de but joue un rôle déterminant. On va d'abord regarder l'élément avant d'y revenir. Et les cœurs qui battent la chamade. Barry Boubacar face à Razak. Le coup de sifflet de Papa Gassama qui retentit. Barry Boubacar. Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Qui a dit? La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Est championne d'Afrique. Qui a dit, Ricardo Zama, que Barry Kopa n'arrêtait jamais aucun tir au but? Il l'a fait au bon moment. Et c'est lui qui tire le dernier penalty qui consacre la Côte d'Ivoire. Vous pouvez sortir partout. Akbar Payoronyoa, nos amis du couloir, les amis de Korogo, Abradidou, et Assini, Mafia Sagbadou, quartier France. Et voilà, M. Yeo Martial, la Côte d'Ivoire championne pour la 2e fois, championne d'Afrique. Oui, la Côte d'Ivoire championne d'Afrique pour la 2e fois. Et comme je l'avais dit d'ailleurs au début de la compétition, j'avais un peu comme un pressentiment qu'on referait la CAN 92. Et c'est arrivé, on a refait cette CAN 92 contre le même Ghana avec les fils Abedi Pelé cette fois-ci. Et puis bon, les tirs au but, c'est encore le gardien de but comme Guamene a bloqué le dernier pénalty. Cette fois-ci, c'est Barry Kopa qui marque le dernier pénalty pour donner la coupe à la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'était la grande joie pour tout le monde. C'était le grand suspense au départ. Un grand suspense au point que les 2 premiers tirs de la Côte d'Ivoire avaient été ratés. Et ceux qui désespéraient, qui étaient autour de moi, sont sortis. Et moi, je dis, de toute façon, je suis entraîneur, il faut que je regarde jusqu'au bout. Et au bout du compte, les Ghanéens ont raté 2. Et nous étions à égalité. Et en fin de compte, Barry Kopa a pu bloquer l'avant-dernier penalty. 9 tirs à 8, je crois. Et puis 2 ans après, le rêve de toute la nation, c'est de rééditer cet exploit. Est-ce qu'on peut y croire? On peut y croire dans la mesure où nous avons aujourd'hui une équipe qui a fait presque sans faute pendant tout le parcours. Et depuis qu'ils sont avec Michel Dussillet, qui est, comme je l'ai dit une fois, un des analystes fins, a su monter progressivement son équipe. Et la force de cette équipe aujourd'hui, c'est que le bloc équipe est très soudé. Le bloc équipe étant soudé,
Nous avons vu les grands derniers matchs contre le Maroc, 0-0 à Casa, et contre la France, 0-0 en France. Et pour dire que ce qui était encore plus difficile, c'est que cette défense, même très basse, a réussi à contenir l'adversaire, malgré les Giroud et autres qui ont tenté, malgré tout, à percer cette défense. La défense a su tenir. Il manquait le côté des attaquants. Aujourd'hui, nous avons pu résoudre cela. Nous avons vu nos différents matchs amicaux, avec le dernier match où nous avons pu marquer 3 buts. Et je crois que ça doit nous donner beaucoup d'espoir dans la mesure où cette équipe, les joueurs commencent à réussir beaucoup plus dans le pressing de l'adversaire et dans un retour des défenseurs qui se regroupent bien ensemble et qui repartent bien ensemble. Et je crois qu'il faut qu'on croise les doigts. Il faut qu'on croise les doigts. L'espoir, en tout cas, les joueurs, eux, ils en ont. Je vous propose de suivre cet élément. Ça fait vraiment plaisir. Le dernier match avant la compétition, vraiment, ça fait du bien de gagner. Et avec l'effort de toute l'équipe, on a su gérer le match. En première mi-temps, c'était difficile, mais en deuxième mi-temps, on a su contrôler le match. C'est une équipe vraiment physique. C'est une équipe physique, une équipe difficile à jouer, mais je pense qu'avec l'effort de nos coéquipiers, on a pu franchir les étapes. Voilà. Je pense que c'était un vrai match de Coupe d'Afrique. Ça nous a permis de savoir vraiment que ça ne sera pas facile. Maintenant qu'on sait que ça ne sera pas facile, il va falloir se remettre en question et donner tout ce qu'on a dans le ventre, comme on a fait en deuxième mi-temps. Parce qu'il y aura des moments comme ça, des moments difficiles, parce que tout le monde attend la Côte d'Ivoire. Toute la nation nous regarde, donc à un moment donné, il ne faut pas baisser la tête, il faut donner tout. Les Ivoiriens ne sont pas dupes, ils savent que si on donne tout et que ça se passe autrement, c'est Dieu qui décide. C'est une très bonne équipe. On avait remarqué pendant la séance vidéo qu'ils avaient une bonne équipe, qu'ils se débrouillaient bien. Maintenant, je pense qu'on les a respectés, on a joué au maximum. Aujourd'hui, on a mis 3 buts, on est très contents. Ça nous permet d'arriver au Gabon très sereinement. Je souhaite une bonne CAN à tous les Ivoiriens et j'espère et je prie Dieu qu'on ramène la CAN une deuxième fois. Je sens l'équipe prête, je sens l'équipe déterminée à aller défendre le titre des champions d'Afrique. Tous les matchs seront difficiles parce qu'on sera l'équipe à battre, mais on a l'habitude de ce genre de match maintenant. Je pense qu'on a mûri en tant qu'équipe et on sait gérer les temps difficiles. On a bien travaillé tout le temps qu'on a passé ici, la première semaine. Après le match contre la Suède, le match contre l'Ouganda qui vient clôturer ce stage. Je pense qu'on a bien travaillé, on est prêt pour la CAN, on est prêt en tout cas pour ce premier rendez-vous contre le Togo, mais on l'a encore vu ce soir, il n'y a pas de petites équipes, les matchs sont toujours difficiles, il faut être patient des fois pour qu'ils se décantent un peu. Donc beaucoup de respect par rapport à tous nos adversaires dans ce groupe, parce que le premier objectif c'est les quarts de finale. Alors, Monsieur Yeo, quelles sont véritablement nos forces, nos atouts? Quand on sait, par exemple, que sur 24 sélectionnés, seuls 10 ont remporté la CAN 2015. Je sais aussi qu'on a de nouveaux visages tels que Kodja, Seri, Pépé. Quelles sont nos véritables forces? Nous avons beaucoup d'atouts. 10, je pense que c'est pas peu quand on voit, par exemple, la mutation complète d'une équipe comme celle du Cameroun et qui tient. Nous avons 10 éléments qui ont déjà l'expérience de la CAN. Donc 10 éléments qui peuvent tirer les autres, 13 autres, pour pouvoir amener le groupe à jouer. Je crois que le groupe, petit à petit, a su se forger et à devenir un bloc qui va logiquement faire mal. Ce que je leur conseillerais surtout, c'est de jouer, comme j'ai l'habitude de dire, la Coupe d'Afrique se joue match par match. Nous avons d'abord le Togo, nous allons nous concentrer sur le Togo, jouer le Togo et jouer pour gagner le Togo. Et puis après, on voit les autres venir. Mais ne pas penser au fait que le Togo, on va le passer et puis on va de l'autre côté. Vous voyez, aujourd'hui, on a une sonnette. Le Gabon face
à la Guinée-Bissau, on a vu qu'il ne faut pas minimiser une équipe. Nous l'avions vu à l'époque en 2012. Nous étions allés superviser l'équipe du Mozambique. Nous avions plus ou moins minimisé. Mais quand après nous avons vu le Mozambique jouer son premier match, on s'est dit, mais ce n'est pas la même équipe qu'on a vue. Alors il faut faire attention. À la CAN, c'est match par match. Match par match. Est-ce que Ouais. les joueurs aujourd'hui, est-ce qu'ils ont la même aura que leurs prédécesseurs? On a Gervinho par exemple qui n'est pas là. Est-ce que ce n'est pas un handicap aujourd'hui qui pourrait faire mal à l'équipe nationale? Mais je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur quelqu'un qui n'est pas là. Ceux qui sont là, il faut leur faire confiance et leur donner une confiance totale. Quand je vais faire la comparaison avec 92, en 92, après le deuxième match contre le Congo, nous avons perdu Youssouf. Et dites-vous, on arrive en finale, lorsque la presse m'a posé la question de savoir si Abedi jouait, est-ce que ça ne me posait pas de problème? J'ai répondu, comme tout bon Ivoirien, par une autre question au même journaliste, en lui demandant est-ce qu'il pense que Youssouf et Ben Salah ensemble ne valent pas plus que Abedi lui seul? Et il n'a pas pu répondre parce que tout simplement, moi j'ai joué ma finale sans Youssouf et sans Ben Salah. Donc c'est les joueurs qui sont en place qu'il faut mettre en condition, leur donner la possibilité de prouver leur valeur et de gagner le match. C'est pas celui qui est là, il est là. Les 23 qui ont été pris, c'est pour chercher à donner la coupe à la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas parler de l'absence de quelqu'un. Gervinho n'est pas là. La Côte d'Ivoire va continuer. Les autres sont là. Et justement, les hommes de Dussuyer, nous sommes tenants du titre. Est-ce qu'il ne faut pas quand même, malgré notre suprématie apparente, est-ce qu'il ne faut pas quand même se méfier de nos concurrents? L'ARD Congo, le Maroc, par exemple, avec notre ancien entraîneur. Oui, vous parlez de la RD Congo, du Maroc, sans parler du Togo. Et moi, je trouve qu'il faut bien d'abord le Togo, parce que nous commençons par le Togo. Il faut finir avec le Togo. Il ne faut minimiser aucune équipe. Et Dussuyer a bien fait d'en parler. On va jouer match par match. On finit le Togo et on va voir qui vient après. Je pense qu'en fonction, si nous finissons les 2 premiers matchs que nous gagnons, ça nous permet d'envisager le 3e match d'une autre façon. L'exemple typique, c'était en 2012. Nous avons gagné nos 2 premiers matchs. Quand nous avons fini, François Zawi me disait, bon, on va lancer la match. J'ai dit, non, François, enlève tout le monde et mets une autre équipe. Parce qu'on a 2 victoires. Quel que soit Alpha, nous passons le 2e tour. Il faut commencer à penser à la récupération du groupe. Et c'est comme ça. Et il m'a dit, je lui ai dit que l'entraîneur angolais risque de venir le remercier. Effectivement, quand l'entraîneur est rentré dans les vestiaires, qu'il a vu notre composition sans, là-dessus la feuille de match, notre composition sans Drogba, sans nos ténors, il est allé lui dire merci, merci beaucoup. Mais il ne savait pas qu'il y avait des gens comme Bonnie Wilfried et autres qui avaient les dents longues et qui voulaient prouver mieux. Et ils ont prouvé en battant l'Angola 3-0. C'est un peu ce genre de choses qu'il faut vouloir faire. D'accord, Monsieur Yeo, nous allons peut-être parler un peu de professionnalisation du sport. C'est de plus en plus évoqué ici en Côte d'Ivoire. Mais quelle est aussi surtout la différence entre le football de votre époque et le football d'aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de moyens aujourd'hui dans le foot. On a vu de la corruption à grande échelle. On a vu beaucoup d'argent qui circule. Des joueurs payés entre 4 et 5 milliards l'année. Et qu'est-ce que vous en dites? Bien, c'est vrai, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui qui circule dans le football. À l'époque, selon l'époque, il y avait quand même toujours la corruption. Et la corruption a toujours existé dans le football, quel que soit le niveau. Donc à l'époque, il y avait toujours la corruption. Il faut tenir compte de ça. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant par rapport à tout ce qui entoure cela. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait aussi de grands talents. On a notre football local qui était bien outillé. Beaucoup
pays, de joueurs de d'autres pays passaient par la Côte d'Ivoire comme tremplin pour aller ailleurs. On se souvient des Yekini, des Olia Thompson, même des Zambiens comme Alex Chola et autres qui sont passés par nous. Et aujourd'hui, la fédération s'est tellement bien organisée et a eu, disons, la chance d'avoir Canal. Et je pense que ça nous apporte beaucoup dans la mesure où nos joueurs n'ont plus besoin d'aller jouer à l'étranger pour se faire voir. Ils se font voir déjà dans notre championnat. Et ça a apporté beaucoup dans la mesure aujourd'hui. Regardez dans l'équipe du Burkina. Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens. Deux du championnat ivoirien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Yeo Martial. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous avez été coach titulaire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de 1987 à 1993 avec un break entre 1989 et 1991. On retient surtout cette Coupe d'Afrique que vous nous avez ramenée en 1992. Merci encore. Les éléphants de Côte d'Ivoire, eux, jouent leur premier match demain à Oyem au Gabon. Ils seront opposés aux éperviers du Togo. La rédaction de RTI 1 se joint à moi pour leur souhaiter bonne chance. Les rencontres de ce dimanche sont Algérie-Zimbabwe à 16h et Tunisie-Sénégal à 19h. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur RTI 1.